Au travers du parcours de Mortimer à Buc, vous découvrirez successivement le carrefour du Cerf-Volant et sa légende, la Grande Rue et ses commerces, les arcades ou aqueducs, le moulin de Vautun devenu haras, l'aéroparc de Louis Blériot, le château et son parc, le chemin de la Jeunesse et l'ancienne ferme, l'escalier aux 100 marches, la villa Sainte-Marie, l'étang de la Jeunesse, la butte aux vaches et la bièvre, et le parc de la Sauvegarde et son château. Bienvenue dans l'aventure de Blake et Mortimer, SOS Météore, dont l'histoire se déroule à Buc et dans les communes environnantes. En suivant les 12 bornes du parcours de Buc et Mortimer, vous allez fouler les lieux où se sont déroulés les grands moments du récit et découvrir aussi le patrimoine historique de la ville. Depuis la gare rive gauche à Versailles, pour se rendre chez son ami le professeur Labrousse, qui demeure à Jouy-en-Josas, Philippe Mortimer se dirige vers Buc. Buc. C'est un village qui existe depuis le XIIe siècle. Son nom a évolué au cours des années. Buscum en 1152, Busco en 1159, Bucum en 1223 et enfin Buc au XVIe siècle. Sa situation sur la Bièvre et sa proximité du château de Versailles ont permis au village un fort développement qui se prolongera jusqu'à l'âge d'or de l'aviation. Au XVIIIe siècle, le domaine de Buc est inclus dans le grand parc de chasse de Louis XIV. Aujourd'hui, la ville est membre de la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc. Le taxi de Mortimer franchit le carrefour du Cerf-Volant. Carrefour du Cerf-Volant, pourquoi ce nom ? Une légende dit qu'un cerf, poursuivi par une meute, fonça droit sur le carrosse du roi Louis XIV et qu'il sauta au-dessus de l'attelage, arrachant les guides des mains du roi, qui eut du mal à rétablir la situation. À proximité du carrefour du Cerf-Volant, Louis XIV fait établir l'infirmerie équestre de la Petite Écurie. La Petite Écurie, située à Versailles à côté de la Grande Écurie, elle a la charge des chevaux de trait et des carrosses de la cour, ainsi que des montures servant à l'ordinaire. Sous le Premier Empire, Joséphine de Beauharnais, première épouse de l'empereur Napoléon Ier, édifie en place de l'infirmerie équestre un haras impérial, d'où le nom de la rue du Haras. La rue du Haras est à l'origine un chemin nommé Sente du Haras, tracé tout au long du coteau que dominent les bois de Satory. Au début du XXe siècle, rue du Haras se développent plusieurs activités nouvelles, cordonnerie, savonnerie, tuilerie et 2 briqueteries qui utilisent la terre argileuse de la colline. En 2006, une zone d'aménagement concerté est créée. L'objectif de l'opération est le développement d'une véritable entrée de ville et la réalisation d'un programme diversifié et équilibré de construction. À l'angle de la route du bois de Satory, l'ancienne maison forestière du Cerf-Volant subsiste en témoignage de l'époque royale. Il pleut et les essuie-glaces du taxi de Mortimer sont bloqués.
Heureusement, Ernest, le chauffeur, a rencontré le fourgon postal de son ami Louis pour lui ouvrir la route et le guider avec ses feux rouges arrière. Or, comme les voitures abordent le virage, le sol se dérobe soudain sous les roues avant du taxi. Après une série de heurts et de chaos qui secouent rudement la carrosserie, la Simca vient s'arrêter juste devant un panneau de signalisation. Où est donc bloqué le taxi de Mortimer? Vous le découvrirez en rejoignant la borne 2. Pour cela, descendez la rue Louis Blériot jusqu'à la place du marché. Ces grandes rues que le taxi de Mortimer s'est retrouvé bloqué au niveau des commerces. Commerce que Mortimer apprécie, car comme les célèbres aviateurs Louis Clément, Louis Massotte et des milliers de Bucquois, il vient acheter son tabac au 402 de la Grande Rue. La Grande Rue est devenue, à partir de 1938, la rue Louis Blériot, à la gloire de ce pionnier de l'aviation. Elle est ouverte sur le cœur du village par les rues Huguier, des Lavandières, d'Alsace-Lorraine, du Haras et des Marais, devenue Jean Jaurès. Par sa situation centrale, cette rue a toujours favorisé l'émergence des commerces et des activités artisanales. Ici, le personnel de la blanchisserie Aubé. Là, Roger Robin, un des 3 frères Robin, aviateurs qui donneront leur nom à la rue de la Mairie. Au début du XXe siècle, le Grand Balcon, comme les autres cafés, sont de vrais lieux de rencontre et de vie sociale pour les Bucquois. Boulangerie, épicerie, boucherie, restaurant, hôtel, coiffeur, au petit bonheur, le bazar et de nombreuses activités artisanales comme les blanchisseries, savonneries, briqueteries, garages automobiles témoignent d'une ambiance chaleureuse et dynamique à Buc. Aujourd'hui, autour de la place du marché aménagée en 1996, les commerces sont toujours aussi actifs. Mortimer, après avoir déjeuné avec le professeur Labrousse, se fait déposer au niveau des commerces du centre-village. Et c'est à pied qu'il poursuit ses investigations. Que va-t-il découvrir ? Vous le verrez en rejoignant la borne 3. Et pour cela, continuez la rue Louis Blériot jusqu'au carrefour de la route du Petit Jouy. En poursuivant ses investigations jusqu'au carrefour de la route du Petit Jouy, c'est au pied des magistrales arcades de Buc que se retrouve Mortimer. Cet aqueduc a été construit sous le règne de Louis XIV pour alimenter en eau les bassins et les fontaines du parc du château de Versailles. Si l'eau n'est pas à Versailles, il ordonne qu'elle y vienne. Ainsi s'est exprimé le roi. C'est ainsi que les arcades de Buc ont pris place dans un ensemble gigantesque réalisé au XVIIe siècle.
En 1679, démarre l'étude et la construction d'un nouveau réseau sur le plateau qui s'étend entre Saclay et Buc. La première solution pour traverser la Bièvre à Buc s'est avérée catastrophique, transformant le village en un marécage et inondant ses 329 habitants. Et c'est Thomas Gaubert qui va proposer la construction d'un aqueduc dont la magnificence marquera la grandeur du règne de Louis XIV. C'est pour 420 000 livres que la construction d'un pont pour traverser la Bièvre à Buc est avalisée. L'aqueduc est long de 580 mètres. Le haut est recouvert de pierres. Du fond de la vallée jusqu'au dallage, il s'élève à 45 mètres. Il traverse la vallée avec un dénivelé de 41 cm. L'ouvrage est constitué de 2 étages d'arcades. Chacune des 19 arcades a 9 mètres d'ouverture. L'étage inférieur des arcades est enterré par un remblai qui le dissimule et sur lequel est construite la route. Et sous la route passe la Bièvre. Voilà qui rappelle à Mortimer un souvenir mouillé. Quel est ce souvenir ? Vous le découvrirez en rejoignant la borne 4. Pour cela, longez la route jusqu'à l'autre extrémité des arcades. C'est en se rendant à Jouy que Mortimer se retrouve accidentellement dans la Bièvre, en amont des arcades. Tout à coup, il voit surgir un haut mur percé d'un tunnel dans lequel les eaux s'engouffrent en bouillonnant. Mortimer a tout juste le temps de plonger pour éviter la voûte et est aussitôt englouti dans le noir. Se retenant de respirer, les tempes martelées, s'écorchant aux parois, il est entraîné comme un fétu. Jusqu'au moment où il émerge à l'air libre, en aval de l'aqueduc, sans savoir où il est. Et c'est seulement le lendemain qu'il identifie le lieu. La voûte, les blocs de pierre. C'est bien à cet endroit que je me suis hissé hors de l'eau. Il se retrouve ainsi près du moulin de Vautin. Le nom Vautin résulte de la déformation successive du nom d'origine, Vaubetin, devenu Vauquetin, Voltin, puis Vaupetin, et enfin Vaupetin, A-I-N. En 1675, ce moulin à farine comprend un corps de logis, des étables, des bâtiments et des terres labourables qui s'étendaient de part et d'autre de la Bièvre jusqu'aux arcades. En 1816, il est acheté par M. Quevanne de Versailles. C'est peut-être lui qui a fait reconstruire le moulin à l'anglaise. Moulin monté à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il comporte 4 niveaux. Après avoir appartenu à 2 autres propriétaires au début du XXe siècle, il est racheté par Louis Colonna des Princes de Stiliane en 1952. Cet ingénieur agronome, cavalier de première catégorie, international et passionné, transforme et façonne l'ancien moulin en un véritable domaine de 23 hectares entièrement dédié au cheval. Il fait construire les bâtiments autour de la cour d'entrée dans le style avec des matériaux anciens. Quelques vestiges de constructions anciennes subsistent. Le portail d'entrée, les murs d'étable, la grange où l'on stockait le blé et un petit pont sur la Bièvre.
En 2019, un dramatique incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation, endeuillant la famille et endommageant une partie de l'édifice. Actuellement, le haras accueille des chevaux de propriétaires, d'élevage et de compétition. Il assure des formations de haut niveau, organise des compétitions et des spectacles équestres. Bien que le domaine soit privé, vous pouvez accéder au haras si vous le souhaitez. Mortimer vous recommande de ne pas suivre son exemple, mais de prendre le bucolique chemin du haras de Vaupetin, dit sentier de la Bièvre, sur 1 kilomètre, puis de revenir à la borne pour la suite du parcours. Dans l'aventure de Mortimer, le moulin de Vaupetin a aussi été le témoin de l'arrestation du dangereux colonel Ulrich, mettant fin à la terrible menace de SOS Météore. C'est ainsi que Mortimer poursuit sa route vers le Haut-Buc pour rendre hommage à un site historique de la Belle Époque. Quel est ce site historique ? Vous le découvrirez en allant à la borne 5. Pour cela, suivez l'avenue Jean Casal sur 550 mètres. C'est arrivé sur le Haut-Buc que Mortimer découvre la monumentale porte de l'aéroparc Louis Blériot. Première construction de cet aéroparc, cette porte a fait l'objet d'une restauration par la ville grâce à une souscription publique. Après l'exploit de la traversée de la Manche à bord du Blériot 11 en juillet 1909, Louis Blériot doit faire face au succès de cet aéroplane, dont 300 sont commandés au salon aéronautique de cette même année. Pour répondre à cette demande, Louis Blériot choisit Buc pour construire un centre d'aviation sur une superficie de plus de 200 hectares. Il pourra y former les futurs pilotes, essayer les prototypes et organiser des spectacles aériens. Il souhaite aussi y attirer le grand public et développer le tourisme aérien. Le projet est ambitieux. Il comprend une piste de 1500 mètres et une circulaire de 3000 mètres, des ateliers de réparation, un bâtiment central qui abrite un hall d'exposition pour 30 appareils, une salle des fêtes, un restaurant, des salons, une bibliothèque, une salle de sport et d'hydrothérapie, des bureaux, quelques chambres et plusieurs terrasses d'observation pour les spectacles aériens. Sur ce terrain, plusieurs milliers d'aéroplanes sont essayés par des aviateurs aussi qualifiés qu'audacieux. En 1913, Adolphe Pégoud invente avec Roland Garros et Maurice Chevillard la voltige aérienne en effectuant le premier looping. Il est aussi le premier aviateur à sauter en parachute. En mars 1913, Edmond Péreillon devient le recordman du monde d'altitude, à 6000 mètres. L'année suivante, il crée avec John de Ménioz la première patrouille de vol acrobatique, ancêtre de la patrouille de France. Dans les années 20, l'envergure des avions augmentant avec leur performance, l'aéroparc se modernise avec la construction de 3 nouveaux hangars, considérés comme une remarquable réalisation architecturale, ici rénovée. Au sommet de son succès, l'aéroparc offre une prospérité certaine à la ville. 150 à 200 Bucquois tirent leurs ressources directement de l'aviation. Mais dans les années 30, l'installation d'autres constructeurs aéronautiques et de 2 aéroclubs marque une rupture dans l'identité de l'aéroparc et annonce le début de son déclin.
Le 1er août 1936, Louis Blériot décède. 10 jours après, sa société est nationalisée. La Seconde Guerre est proche. En 1940, l'aéroparc est occupé par l'armée allemande, puis bombardé par les Alliés. À la Libération, les armées américaines puis anglaises s'installent dans un aéroparc en ruine. Dans les années 50, il accueille l'aviation légère de l'armée de terre pour la formation des pilotes qui vont servir en Algérie. Après le départ de la LAT en 1966, les activités de l'aéroparc cessent. Il est officiellement fermé en 1970. La ville de Buc, par sa participation active au développement de l'âge d'or de l'aviation, témoigne d'un patrimoine aéronautique notoire, comme le nom de ses rues, le monument Jean Cazal, l'as de la Grande Guerre, la stèle de Massotte, recordman de vitesse et champion du monde de voltige, le Mirage 3, et par le soutien financier de la construction à l'identique du Blériot 11-2 Pégou, immatriculé en 1990 et nommé Ville de Buc. Cet aéronef a survolé la ville lors des fêtes de Buc en 1991. Mortimer reprend ses investigations rue Massotte jusqu'à une imposante propriété. De quelle propriété s'agit-il ? Vous la découvrirez en rejoignant la borne 6. Pour cela, suivez la rue Louis Massotte sur 250 mètres. Poursuivant ses investigations, Mortimer se retrouve devant le porche d'une grande propriété. Cette propriété, c'est le parc du château de Buc, devenu un arboretum depuis mai 2023. Passez le pavillon d'entrée et prenez à gauche. En suivant la ligne rouge, vous allez découvrir plus de 80 espèces d'arbres et arbustes de tous les continents. Des chênes, des cèdres, des érables, des cyprès et bien d'autres. Arrivé devant le temple de l'amour, qui est une réplique de celui du parc du château de Versailles, prenez à droite pour la suite de la découverte. Vous apprécierez aussi les statues, la femme à l'enfant, la femme à l'oiseau, et imaginez la déesse du temple de l'amour, aujourd'hui disparue. Après avoir dépassé le Grand Canal, le château de Buc s'offre à vous dans toute sa splendeur. À cet emplacement, en 1696, Louis XIV fit construire un des 3 châteaux destinés à ses enfants naturels, qu'il a eu de Madame de Montespan. Le château de Buc est attribué à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse. Avec son épouse, le comte a vécu de longues années à Buc. Louis XV, ne souhaitant plus entretenir cet édifice, signe l'arrêt de démolition du château le 28 novembre 1741. Seule construction d'origine, le petit pavillon d'entrée témoigne de cette époque. En 1869, Léon Thomas, un riche bourgeois parisien, acquiert le domaine et fait reconstruire l'édifice sur le modèle de l'ancien.
Le château, aux 54 fenêtres, est bâti en trompe-l'œil, sur 3 niveaux, dans un style classique du XVIIIe siècle. En 1893, la propriété est revendue à Noël Bardac, un riche banquier parisien. L'un des salons du château est montré comme un modèle de grâce et de bon goût, avec cheminée et meubles richement décorés. En 1918, le château est vendu à Marcel Gentili di Giuseppe, un Italien ingénieur chimiste, passionné d'astronomie. Il installe dans les jardins un télescope géant de très haute qualité. En mémoire, une sphère armillaire, instrument d'astronomie couramment utilisé au XVIIIe siècle. La boule centrale de la sphère symbolise la Terre. En hiver, son ombre se situe au-dessus du cercle équatorial et en dessous en été. En 1929, le domaine est acquis par un couple d'Américains, propriétaires de mines d'argent aux États-Unis, M. Raymond McCune et son épouse Maud. Sous ces différents propriétaires, le domaine s'est modifié, comme la ferme et les communs qui ont été détruits. Mais aussi enrichi de nouvelles statues. La Muse, d'une fontaine, de bassins et du temple de l'amour. Pendant l'occupation, un orchestre et des officiers de l'armée allemande devant l'entrée principale. En 1954, le château est cédé à l'Éducation nationale et en 1974 devient officiellement le Collège d'État de Buc. En 1977, le domaine est amputé pour la réalisation d'un gymnase pour le lycée franco-allemand et le collège Martin Luther King. Aujourd'hui, le lycée s'est agrandi et occupe une superficie non négligeable empruntée au parc. En 1987, le parc et le château, laissés à l'abandon, sont rachetés par la commune. Les jardins sont réaménagés par le paysagiste Éric Pouchin avec de nouvelles œuvres sculpturales. Dès les années 90, le parc accueille les fêtes de Buc. Belle époque et aéroplane en 1991. En 2000, le château est rénové par la municipalité pour plus de 2 millions d'euros. Devenu annexe de la mairie, il accueille la salle des mariages, l'école de musique et un auditorium. Les autres salles du château sont mises à disposition pour des expositions et des conférences. En sortant du parc, vous remarquez sur votre gauche un majestueux séquoia, un cèdre bleu de l'Atlas et une souche du chêne de Louis XIV qui était plantée dans le bois des Gonards en surplomb de l'aqueduc, d'où le roi pouvait en suivre la construction. Chaque année, au début de l'automne, le château est l'hôte du réputé festival de la BD de Buc. Mortimer poursuit sa route à la recherche du chemin qui doit le mener à un étang. Quel est ce chemin ? Vous le découvrirez en allant à la borne 7. Pour cela, quittez le parc par le portail donnant sur la place du Haut-Buc. Prenez sur votre gauche la rue Colin-Mamet jusqu'au carrefour avec le chemin de la Geneste. Ayant quitté le château du Haut-Buc, Mortimer poursuit son chemin, longeant le grand mur d'enceinte de la manufacture jusqu'à un endroit désolé environné de quelques maisons.
Il retrouve ainsi le chemin de la Geneste qu'il avait emprunté en voiture la veille en revenant de l'étang du même nom. Mais quelle est l'histoire du chemin emprunté par Mortimer ? Évoquer l'historique du chemin de la Geneste, c'est aussi parler du lieu-dit l'Antéchrist, une zone de terrain qui longeait ce chemin et le domaine du parc. Ce lieu s'appelait aussi la petite ferme ou fermette, où logeaient les vachers, les bergers et les ouvriers de la ferme. La zone de la ferme était stratégique, car le puits communal s'y trouvait, et les habitants empruntaient le chemin de la Geneste pour s'y ravitailler. Le long de ce même chemin, l'étang du Haut-Buc était aussi un lieu de promenade et de pêche qui aujourd'hui n'existe plus. Si les origines de la ferme sont inconnues, nous savons qu'elles sont attestées sur un plan datant de 1693. Cette même année, lors de la mise en place du grand parc de chasse, Louis XIV l'acquiert auprès du seigneur de Buc, Jacques Hébert. En 1794, elle est adjugée aux sœurs Guibillou dans le cadre de la vente des biens nationaux. Puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle devient la propriété de la famille Fournier. Au début du XXe siècle, la ferme dispose de vastes terrains de plus de 200 hectares et emploie 10 à 15 personnes. Vers 1910, elle est acquise, entre autres parcelles, par Louis Blériot pour créer l'aéroparc. En 1939-1940, la ferme est utilisée par l'armée française avant d'être réquisitionnée par l'occupant allemand. En 1969, une société immobilière rachète la ferme et les terrains. La ferme a été démolie pour laisser place à l'actuelle résidence Jolie Ferme. Suivront ensuite, sur les terres anciennement cultivées, la construction de la résidence au Pré et celle du groupe scolaire Louis Blériot qui ouvre ses portes en 1972. Actuellement, le chemin de la Geneste est bordé de quelques habitations. La résidence du parc, le club hippique du Haut-Buc. Ce club est une association dont la vocation est l'enseignement de l'équitation à poney et à cheval. Il accueille aussi une vingtaine de chevaux de propriétaires. Mortimer, trouvant la distance trop longue pour accéder aux étangs, en déduit que ce n'est pas à l'étang de la Geneste que son taxi a dérapé jusqu'à plonger dans l'eau, mais dans un autre étang. Pour découvrir la suite de ses investigations, emboîtez-lui le pas jusqu'à la borne 8. Pour cela, reprenez la rue Colin-Mamet jusqu'à la place du Haut-Buc, puis la rue Massotte jusqu'à l'escalier des 100 marches, que vous descendrez prudemment jusqu'à la borne 8. Pour accéder à cette borne 8, vous avez descendu l'escalier aux 100 marches, exactement 116, qui remplace au début du XXe siècle la sente du Haut-Buc, un chemin très abrupt et particulièrement dangereux. Vous avez pu aussi admirer les fresques créées par des artistes bénévoles en 2022. En haut de cet escalier, la maison du parc, ancien fief des seigneurs de Buc, domine la vallée de la Bièvre et le village ancien. Le bâtiment principal, construit en 1868, est en pan de bois avec remplissage en moellons de meulière et pignons couverts d'ardoises. En 1913, elle est acquise par Louis Blériot qui y habite une petite décennie.
Avant de monter l'escalier pour rejoindre le Haut-Buc, Mortimer passe devant l'ancien presbytère. Ce bâtiment est racheté par la commune en 1875. La mairie, qui autrefois occupait la maison paroissiale, s'est installée dans une demeure bourgeoise, la maison des eaux vives, offerte à la commune par Mathilda Gray, une citoyenne américaine. En 2013, l'équipe municipale mène la restructuration de la mairie, destinée à rendre les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite et à regrouper l'ensemble des services communaux en un seul site de haute qualité environnementale. Au cœur du village ancien, l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste. La base du clocher pourrait dater du XIIIe siècle, origine supposée de la commune de Buc. Il est modifié en 1775, comme l'atteste une inscription. Le chœur date du XVIe siècle, la nef charpentée est du XVIIe siècle, son plafond est réalisé en 1618, puis refait en 1757. En 1940, l'explosion de la poudrière de Satory provoque la destruction des vitraux et de la toiture. La restauration est faite sous l'égide de l'abbé Victor Lequeux de 1947 à 1964. Pour faciliter la traversée du village, en 1865, un chemin rectiligne et un espace triangulaire sont tracés, créant ainsi la place de la rivière. Autour de cette place, les commerces installés animent le centre du village. Renommée place de la République, elle est le lieu de nombreuses fêtes communales et de commémorations avec son monument aux morts. La place de la République est devenue le cœur culturel de la ville grâce à la construction, à l'emplacement de la salle des fêtes datant de 1948, du Centre culturel des Arcades, inauguré en 1985. Le site est complété par la construction en 2020 d'un parvis de l'église arboré, d'un puits de lumière en forme de pyramide et de salles d'activités culturelles. Rue des Frères Robin. Pourquoi ce nom ? Anciennement rue de la Mairie, le 24 juin 1938, elle prend le nom des 3 frères Robin, enfants du village et illustres aviateurs de l'âge d'or de l'aviation à Buc. En franchissant la Bièvre souterraine, poursuivez la rue des Frères Robin jusqu'à la rue Jean Jaurès que vous empruntez sur votre gauche. Pour suivre le trajet de Mortimer et découvrir une villa remarquable, continuez la rue Jean Jaurès jusqu'à la borne 9. Pour accéder à cette borne 9, vous avez emprunté la rue Jean Jaurès, appelée au XVIIe siècle rue Pissotte, puis rue des Marais jusqu'en 1938. Le quartier des Marais a été le centre de l'industrie locale, notamment des blanchisseries. La plus ancienne des blanchisseries date de l'installation de Louis XIV à Versailles. Implantées à proximité de la Bièvre, bénéficiant du pré Saint-Jean pour l'étendage du linge, les 7 blanchisseries prospèrent en lavant le linge de la cour et du personnel de Versailles, ainsi que celui des nouveaux habitants de Buc. Des blanchisseries se sont aussi installées rue des Lavandières. Après une période de marasme économique,
Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les blanchisseries retrouvent leurs activités jusqu'en 1994. En 1993, un ancien blanchisseur raconte. Venant principalement de Paris, le linge était trié, mis à tremper et à bouillir toute la nuit dans le cuvier. Et puis déposé dans la machine à laver, le 5 pas. Une fois lavé, le linge était versé dans la barricade, une sorte de bassin alimenté en eau par la Bièvre. Et puis les femmes le rinçaient, agenouillées dans une caisse de bois. Ensuite, le linge était mis à sécher. Alors l'hiver dans une grande pièce, le calorifère, et à la belle saison étendu au pré Saint-Jean. La journée des ouvriers commençait très tôt. Dans le bruit et la chaleur humide, le travail était pénible. Cependant, on se connaissait bien. Et on prenait le temps de parler de ses joies et de ses peines. Poursuivant ses investigations, Mortimer emprunte la rue Jean Jaurès et passe devant la villa Sainte-Marie pour atteindre l'étang de la Geneste. Cette maison de notable, dite Villa Sainte-Marie, a été construite vers 1896. La composition d'ensemble symétrique, avec une baie centrale cintrée encadrée de 2 fenêtres rectangulaires, rappelle l'architecture empruntée à la Normandie. En 1910, elle appartient à une Parisienne, Anne Tanquerel des Planches, avant d'être acquise en 1916 par Achille Fould. De 1914 à 1918, la villa est un lieu de convalescence des blessés de l'hôpital parisien de la Glacière. En 1931, renommée Val Myriam, elle appartient au commandant Paul Lefebvre d'Ibon, maire adjoint de la commune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est occupée par les officiers allemands, puis réquisitionnée par l'armée américaine. Cette villa a visiblement été construite pour profiter du bucolique panorama de la vallée de la Bièvre. Pour retrouver l'aventure de Mortimer, suivez la rue Jean Jaurès et le chemin des Marais jusqu'à la borne 10, située au déversoir de l'étang de la Geneste. Après être passé devant la villa Sainte-Marie, Mortimer s'engage sur le chemin des Marais, particulièrement boueux, jusqu'à découvrir l'étang de la Geneste. Là, un groupe d'hommes travaille à sortir de l'eau le taxi que Mortimer avait pris à la gare de Versailles pour se rendre à Jouy, chez son ami le professeur Labrousse. En effet, la veille, sous une pluie battante, son taxi, pour éviter un chien, avait dérapé sur la route glissante jusqu'à finir sa course dans un étang. Mais Mortimer ne reconnaît pas les lieux. L'étang de la Geneste, un étang qui intrigue Mortimer. L'étang de la Geneste, creusé en 1946, est une retenue sur la Bièvre pour réguler le cours de la rivière et diminuer la pollution de l'eau. Il est aménagé dans une enclave de 7 hectares, dans un lieu où le bras de la rivière est suffisamment large avec un débit important. La retenue a un volume de 140 000 mètres cubes. Le coût de l'opération est de 7 millions de francs. L'étang de la Geneste est une réalisation du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre. La
problématique de la pollution est indissociable de la vie de l'étang, comme ici, en 1988. Des documents d'archives font état d'un grand nombre de pollutions provoquées par les rejets des usines environnantes. Pour entretenir l'étang, des opérations de curage, d'approfondissement et de dessouchage sont réalisées. Jusqu'à 300 000 mètres cubes de vase ont été retirés. Le curage de 1967 fait apparaître des carcasses de voitures. À l'époque, les Bucquois se sont appropriés très rapidement ce site enchanteur, au point de s'y baigner, d'y faire du patinage et du camping sauvage. Par mesure de sécurité, aujourd'hui, ces pratiques sont interdites par arrêté municipal. Ce plan d'eau a permis le développement d'une biodiversité particulièrement riche, de multiples poissons, oiseaux, insectes, végétaux, et la présence d'un héron cendré sédentarisé. Pour retrouver l'itinéraire de Mortimer, continuez le chemin démarré sur 800 mètres jusqu'à la borne 11, la butte aux vaches. Vous pouvez aussi faire le tour de l'étang pour apprécier les agréables petits chemins construits à flanc de coteaux. Pour cela, avancez à droite afin de contourner l'étang sur votre gauche, puis suivez le chemin qui longe la rive. À l'extrémité de l'étang, tournez à gauche, puis, après le petit pont, prenez à nouveau à gauche, en suivant la route forestière des Prés de Buc jusqu'au chemin des Marais, qui vous conduira à la borne 11, la butte aux vaches. Après avoir assisté à l'extraction du taxi, Mortimer et le professeur Labrousse retrouvent leur voiture. Pour respecter le sens unique de circulation sur la route des Prés de Buc, ils décident de rentrer à Jouy en passant par la butte aux vaches. La butte aux vaches est un chemin forestier particulièrement abrupt. C'est avec leur jeep que les soldats américains, présents à Buc à la Libération, aimaient gravir ce chemin pentu. Au pied de la butte aux vaches, vous pouvez découvrir un chêne séculaire, le chêne de Louis XIV. La légende dit que Louis XIV s'y abritait pour observer la construction de la machine de Buc. La machine de Buc, une grande roue à aubes de 20 mètres de diamètre, a été construite au moulin de Launay, à l'emplacement actuel de la digue de l'étang de la Geneste. Elle montait l'eau de la Bièvre jusqu'à la colline de Satory pour alimenter les fontaines du château de Versailles. Véritable précurseur de la machine de Marly, la grande roue a fonctionné durant 14 ans jusqu'à la construction de l'aqueduc. Depuis la butte aux vaches, vous pouvez admirer le bucolique paysage de la vallée de la Bièvre. La Bièvre, anciennement ruisseau des Gobelins, est une rivière au passé historique qui prend sa source au hameau de Bouvier à Guyancourt. L'origine de sa dénomination est double. L'une se réfère aux Bièvres, ancien nom français du castor, et l'autre au fait que Bébert signifie de couleur brune, comme ses eaux. En amont de Buc, la rivière traverse les étangs de la Minière, l'étang du Moulin Renard et de Braque, l'étang de la Minière et l'étang du Val d'Or. Le premier étang de la Minière a été créé en 1668 à l'initiative de Jean-Baptiste Colbert. En 1960, à l'emplacement des actuels étangs, se trouvaient des marécages entourés de broussailles impénétrables où pullulaient les moustiques et les grenouilles. L'ingénieur des eaux et forêts, Paul Kerjean,
voulait ouvrir la forêt aux habitants de la région. Il fit décharger 400 000 mètres cubes de terre sur les marécages et réaliser ainsi son projet. Pour des raisons de sécurité, la plage de l'étang fut fermée 10 ans plus tard. En aval du déversoir de la Geneste, la rivière, ainsi régulée, serpente tranquillement au pré Saint-Jean pour le plus grand plaisir des randonneurs. Ce document de 1895 indique que la Bièvre, à cette époque, traversait le village par 2 bras, la rivière de Bièvre et la Morte Rivière. Un lavoir y était installé. Aujourd'hui, la rivière est unique, mais une dérivation de trop-plein crée un second flux. Les 2 cours d'eau traversent en souterrain la place de la République et se rejoignent dans le bois des Arcades. Mais dans quel étang le taxi est-il tombé ? Vous le saurez en rejoignant la borne 12. Pour cela, continuez le chemin des Marais jusqu'à la rue de l'Égalité. Au carrefour, poursuivez tout droit sur la rue Massotte. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir le château de la Sauvegarde. Au premier virage de cette rue, prenez à droite un chemin en pente dans le bois des Arcades. Continuez le chemin jusqu'à atteindre une allée forestière que vous prenez par la gauche. Au bout de quelques centaines de mètres, près d'un petit pont, vous trouverez la borne 12 nommée la Sauvegarde. C'est en direction de Jouy que le taxi de Mortimer rencontre une voiture américaine qui accélère de façon suspecte. Ernest, le chauffeur, n'y comprend rien, mais s'accroche. Oubliant la pluie et la route glissante, il vire à la corde et, accélérateur pied au plancher, fonce pour les rattraper. Mais Ernest perd le contrôle du véhicule, qui quitte brutalement la route, dévale une pente et vient piquer du nez dans un étang. De quel étang s'agit-il ? À l'issue de ces différentes investigations, Mortimer pense finalement que c'est dans l'étang du parc de la Sauvegarde, nommé autrefois parc de Troussalé, que le taxi a fini sa course. Au XVIIIe siècle, pour assainir cette zone, 2 étangs sont creusés et l'extraction des matériaux a servi à la construction de l'aqueduc réalisé en 1684. Autrefois, sur le domaine de la Sauvegarde, était construit un moulin sur la Bièvre. En 1863, à l'emplacement de ce moulin, a été édifié le château de la Sauvegarde, appelé à cette époque château de l'Ermitage ou de Troussalé. Pierre-Charles Huguier, chirurgien en chef de l'hôpital Beaujon à Paris, en a été le premier propriétaire. En sa mémoire, une avenue de Buc porte son nom. Depuis 1945, le domaine appartient à l'association départementale de la sauvegarde des Yvelines. Profitant d'un parc de 6 hectares, la DSEA y construit son propre centre de formation. Buc Ressources. Campus des métiers du social est un centre régional de formation aux métiers de l'éducation spécialisée, de l'accompagnement social, médico-social et de l'aide à la personne. Cet établissement scolaire accueille près de 1000 étudiants chaque année et les prépare aux examens supérieurs. Le campus est intégré au cadre associatif de la sauvegarde des Yvelines, association qui accueille, conseille et oriente chaque jour depuis presque 150 ans
plus de 5000 personnes en difficulté ou fragilisées. Dans le parc de la Sauvegarde, vous retrouvez la Bièvre qui coule à son rythme jusqu'à s'engouffrer sous les arcades. La Bièvre, les Bucquois ont dû maîtriser ses caprices au fil du temps, mais ont su également se servir de sa pureté. C'est le cas pour les blanchisseries. L'eau constitue un des éléments forts de l'identité de Buc. Elle est symbolisée dans le blason de la ville. Mortimer vous félicite de l'avoir accompagné tout au long de ce périlleux parcours et souhaite que vous gardiez un excellent souvenir du riche patrimoine de la ville de Buc.